aériennes sont traitées par le SPF Mobilité en Belgique. Pour ceux qui ne sont pas belges, on traduira ça par le ministère des Transports. Ce service SPF Mobilité est habilité pour traiter des activités suivantes. On peut citer entre autres les feux d'artifice, les lâchers de ballons, les lasers et les illuminations dans le ciel, les héliports qu'ils soient temporaires ou permanents, l'aéromodélisme, le parachutisme, les vols baptême de l'air et aussi les vols acrobatiques, tout ce qui est vol en montgolfière et j'en passe. Voilà quelques exemples. Le SPF Mobilité collabore évidemment avec d'autres services, que ce soit des services de surveillance, de défense, services aéroports, services environnementaux, cellules drones, etc. Et on y applique les réglementations qui se situent soit au niveau mondial, international, européens et également nationaux. Et parfois régionaux selon le domaine auquel on se réfère. La première question à vous poser sera: est-ce que l'endroit à partir duquel je souhaite démarrer mon saut est-il bien autorisé? En Belgique, il faut évidemment que les terrains, qu'ils soient provisoires ou permanents, aient eu reçu l'autorisation de la DGTA. 2. Savoir si le jour où vous allez exercer votre saut, eh bien, il y a bien l'autorisation de pouvoir accéder à l'espace aérien. Et 3. De savoir si l'altitude à laquelle vous souhaitez aller, eh bien, vous pouvez y aller. Et si le lieu sur lequel vous souhaitez vous poser est également autorisé à recevoir des parachutismes sur son terrain. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions par oui, eh bien vous pourrez vous lancer, évidemment en espérant que le moyen de locomotion pour accéder à l'altitude que vous souhaitez soit également dans les règles de transport aérien. Pour la petite histoire, moi qui suis juriste, eh bien je peux vous dire que la notion d'espace aérien, elle est très rigolote au niveau juridique, puisque si l'on va voir les législations à ce sujet, eh bien on considère que l'espace aérien, eh bien il commence quand? Eh bien quand on quitte, autant dire, le plancher des vaches, c'est-à-dire lorsque vous n'avez plus de contact direct avec le sol, vous êtes déjà dans l'espace aérien. Ce qui veut dire que l'espace aérien est très bas. À la limite, vous sautez avec vos 2 pieds qui ne touchent plus le sol, vous êtes dans l'espace aérien au sens du droit. Or, l'espace aérien est divisé en différents tronçons, en différents étages, et soumis à des contrôles différents suivant l'étage à laquelle vous vous trouvez. À un certain niveau d'étage, qu'on appelle les 12 000 par rapport à la mer territoriale, eh bien on considère ça comme un espace aérien international où chacun a le droit de traverser sans autorisation. Et petite histoire, puisque c'est l'instant où on y est pour le moment, eh bien souvenez-vous des ballons qui survolent l'espace aérien international et qui ont été abattus par les Américains, alors que ces ballons se trouvaient dans un espace international, ce qui risque évidemment d'être un précédent. Eh bien, le parachutisme, on peut citer le drone, mais également les paramoteurs, sont maintenant soumis à des législations strictes sur les espaces aériens. Le paramoteur étant un des derniers à être arrivé dans la liste parce qu'il y avait eu plusieurs incidents et du coup, on a cru bon de les y adhérer à cette nouvelle liste soumise à des législations plus strictes. Pour l'instant, les parapentes, les deltas et les rigides en sont exclus. Ils restent soumis néanmoins au droit européen, mais ils ont encore une large liberté de vol et espérons qu'ils pourront garder cette liberté le plus longtemps possible. Pour conclure sur ce point qui était un peu long, mais bon, j'aime bien la législation, c'est mon métier de base, donc j'aime bien de toujours un peu m'attarder sur la législation, eh bien je vous dirais que vous avez vite compris que faire du parachutisme, ce n'est pas facile, c'est très légiféré pour la sécurité, évidemment en premier, on ne revient pas là-dessus, mais bon, ouvrir des drop zones, ça devient compliqué.
exercer la pratique sportive est aussi compliqué et très réglementé. Donc, vous voyez, c'est déjà une grosse difficulté pour maintenir une telle activité sans être en contradiction avec les lois en vigueur, et chaque contradiction peut entraîner des amendes et aussi des adaptations, des frais pour se mettre en conformité. Donc tout cela évidemment est un véritable frein pour que cette activité puisse fleurir et grandir dans les prochaines années. L'espace aérien, il est soumis aux praticiens qui se retrouvent dans le ciel en même temps. Vous imaginez qu'à l'heure actuelle, la pratique des sports aériens de plus en plus facile, coûte beaucoup moins cher et est beaucoup plus accessible, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui se retrouve en même temps dans le même espace aérien, surtout les week-ends, les jours fériés, etc. et quand il fait beau. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Plus de gens dans le ciel, donc l'espace aérien est plus bondé. En plus, il y a plus de performances maintenant dans le matériel. On dure plus longtemps dans le ciel. On parvient à monter plus haut qu'avant. Regardez les parachutistes qui peuvent sauter maintenant de 7000 mètres. Vous voyez aussi le même avec tout ce qui est wingsuit, où les gens volent beaucoup plus loin qu'avant. Et en plus, vous avez aussi les autres activités que le parachutisme. Vous avez les vols, les baptêmes, les vols à voile, les deltaplanes, les parapentes, les ULM, les paramoteurs, etc. qui viennent se rajouter dans la mêlée, et encore y compris les drones, les lâchers de ballons et les montgolfières, ce qui fait que l'espace aérien est de plus en plus dense, donc il est de plus en plus difficile d'avoir des créneaux pour pouvoir pratiquer son sport. Les conséquences qui suivent de cette densité, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup plus d'accidents, beaucoup plus d'infractions aux législations, et que tout cela amène des législations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus restrictives et plus contraignantes. Notre territoire il est très urbanisé, ce qui fait que bon nombre d'aérodromes se situent en général pas loin de voisins résidentiels, d'où nuisances sonores, nuisances olfactives, de mouvements dans les villages, de traversées, d'augmentation de véhicules qui voyagent vers un lieu défini. Tout cela entraîne des nuisances pour l'environnement, pour le voisinage, et tout ça contribue évidemment à nuire aux activités sportives aériennes, bien évidemment. À cela, il faut également ajouter que dans notre territoire, nous avons de moins en moins de zones libres disponibles pour atterrir en cas d'accident. Il y a beaucoup de survols d'espaces résidentiels maintenant, de zones interdites. Il faut savoir que la Belgique est un petit pays et il y a des zones sur lesquelles on ne peut pas traverser de manière aérienne au-dessus pour des raisons de sécurité. À cela, il faut ajouter que dans notre pays, nous avons un aéroport national, beaucoup d'aéroports régionaux, et en cela s'ajoutent des multitudes d'aérodromes. On peut citer l'aérodrome de Templou, de Spa, de Saint-Guilain. On peut aussi citer les aérodromes de Chièvres. On a aussi des ulodromes comme à Aiguezé. On a aussi au Bébuzet pour les ULM. Donc vous voyez, tout cela augmente considérablement l'espace aérien et les zones de plus en plus réduites pour pratiquer cette activité sans nuire à l'environnement et aux personnes résidentielles de la localité. À côté de ça, il ne faut pas oublier que nous avons aussi des aéroports militaires, on citera Florennes, Vierzey, etc. Et qu'il arrive régulièrement que ceux-ci fassent des manœuvres liées à l'OTAN ou de défense du territoire. On peut également ajouter à cela que la Belgique est un pays qui dispose d'institutions importantes. On citera le siège de l'OTAN, le Parlement européen, les institutions européennes, etc. Et que par conséquent, il arrive très régulièrement qu'il y ait des réunions de haut lieu avec des hauts dignitaires et que l'espace aérien soit temporairement fermé pour assurer la sécurité du pays. Il peut également y avoir des événements festifs, comme par exemple le défilé du 21 juillet, ou encore des activités
circonstancielles qui seraient liées, par exemple, à des mouvements de terrorisme, etc., qui nécessiteraient la fermeture de l'espace aérien pendant un certain temps. Tout cela, évidemment, a une influence plus que négative pour les activités des passionnés des sports aériens, bien évidemment. Par conséquent, il est très courant de voir des stand-by de plus ou moins longue durée pour permettre aux avions de décoller des aéroports de devoir attendre 2-3 heures que le défilé militaire du 21 juillet soit passé, ou bien encore d'être contraint d'attendre et de postposer votre saut à une semaine suivante parce qu'il y a des activités d'ordre sécuritaire dans le pays. Météo. La météo et le climat sont très importants pour tout ce qui touche le sport aérien. En effet, le parachutisme, comme je vous l'ai dit, dépend de l'aviation et il dépend de son saut en parachute. Donc, les conditions climatiques sont très importantes pour être sécuritaires. Il faudra évidemment qu'il n'y ait pas d'orage, qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'il n'y ait pas de grêle, qu'il n'y ait pas de pluie, que la visibilité soit bonne, que le plafond ne soit pas trop bas et également qu'il ne soit pas trop fort. Lorsque tous ces éléments sont réunis, eh bien, un saut en parachute peut se faire dans des conditions réglementaires et de sécurité maximum. Comme vous le savez, actuellement, on parle beaucoup de changement climatique, de modifications pour ceux qui y croient. Une chose est sûre, j'ai pu parler à plusieurs reprises avec des anciens pilotes, qu'ils soient de ligne ou bien des pilotes qui adorent piloter des avions de week-end. Eh bien, ces anciens pilotes me disaient que c'était beaucoup plus difficile maintenant de prévoir la météo qu'il y a une vingtaine d'années. La météo change terriblement au cours d'une même journée et par conséquent, il faut revoir très souvent la météo et on n'a plus de journées bonnes entièrement comme on avait précédemment. Et par conséquent, c'est vraiment devenu des laps de temps très courts, des fenêtres de saut très courts pour permettre de sauter. On n'a plus vraiment une belle journée complète, c'est devenu de plus en plus rare. J'ajouterai également qu'il y aura aussi l'importance des infrastructures. Évidemment, si vous avez une piste qui est en terre ou bien en herbe, eh bien, il est évident que s'il a plu 15 jours avant, même s'il fait beau le week-end où vous allez sauter, eh bien, l'avion risque de s'embourber, donc il n'y aura pas de saut. Il faut aussi savoir que s'il fait très sec, eh bien, il y a des risques d'incendie, de prise de feu, et par conséquent, ben, les sauts n'ont pas lieu non plus. En effet, en parachute, il va vous falloir un casque, il va vous falloir un altisson, il va vous falloir un altimètre, il va vous falloir une combinaison, il va vous falloir aussi un parachute, une voile, il faut aussi des ADD, etc. Et par conséquent, tout cela, eh bien, ça a un coût. Un coût qui n'est pas du tout négligeable. Hein. Si on voit déjà le prix d'une voile nouvelle, c'est aux environs de 15 000 euros. Et si vous devez le modifier parce que vous voulez avoir plus de danse, eh bien, ça revient relativement. Donc, pour être rentable, il faut nécessairement beaucoup sauter. Le risque avec tout ce matériel, c'est que l'entièreté de ce matériel, comme je vous le dis, eh ben, il provient principalement d'Asie, que ce soit le tissu, la matière première, même si la confection est faite en Europe, mais le tissu en lui-même, il est coloré et il est fabriqué en Asie. Toutes les pièces électroniques sont fabriquées en Asie, etc. Par conséquent, eh bien, il y a des risques à long terme d'avoir des pénuries qui sont liées soit à la crise énergétique, au transport ou aux politiques internationales qui sont de plus en plus protectionnistes. Il faut savoir que tout ce qui est fabriqué en dehors d'Europe, eh bien, nous, en tant que commerçants, nous sommes soumis à une taxe d'importation, ce qui n'était pas le cas avant 2019. Et par conséquent, la rentabilité est moindre et par conséquent, eh bien, les prix augmentent bien évidemment, ce qui fait également empirer le milieu du parachutisme puisque cela devient beaucoup plus cher pour vous pour avoir accès à votre propre matériel personnel. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'évolution des législations européennes, mais bon, si vous avez écouté récemment, eh bien, vous aurez entendu que la France a pris des dispositions qui ont d'ailleurs été acceptées et validées par la Commission européenne, qui est d'interdire les vols intérieurs
qui peuvent être remplacés par des trajets en train de moins de 2h30. Bon, jusqu'à présent, ce sont des trajets intérieurs d'un point A à un point B, mais évidemment, c'est un pavé dans la mare et ça pourrait être le début d'un engrenage. Et qui dit que d'ici 1 ou 2 ans, on ne va pas dire tout simplement que tout ce qui est vol intérieur de courte distance seront tout simplement interdits. Alors quand on sait que le parachutisme, c'est des vols de 15 minutes en moyenne et autour d'un petit territoire donné, eh bien, ça pourrait mettre en péril carrément l'accès à l'espace aérien et à la pratique sportive du parachutisme. Alors, nous avons encore un farfelu qui nous a inventé Jean-Marc Jancovici d'interdire de voler plus de 3 ou 4 fois sur une nuit. Il n'a pas précisé ce qu'il appelait par vol, mais de toute façon, ça a été fortement critiqué par un Belge, Damien Ernst, qui a dit que si on avait des avions propres, il n'y avait pas besoin de limiter la liberté aux gens de voler et de prendre l'avion. Mais enfin, ce sont tous des éléments à tenir compte. Ça veut quand même dire que l'on veut progressivement limiter l'accès à la liberté de vol. Les parachutistes volent communément à partir d'un avion, parfois en hélicoptère, mais le principal moyen de locomotion, c'est quand même l'avion. Très souvent, ce sont des Cessna Caravan ou des Pilatus. Alors, est-ce qu'on a prévu un changement écologique à ce niveau-là? Eh bien, je dois dire que je n'ai rien trouvé en ce qui concerne le parachutisme d'une personne qui aurait décidé de s'attaquer personnellement à l'écologie des avions de parachute. Sauf un, c'est le Strato Solar qui a été utilisé la première fois par un Allemand, je crois, ou un Suisse, qui a sauté à partir d'un avion solaire écologique. Mais à part ce coup de pub, je n'ai rien trouvé à ce sujet-là et je ne vois aucune usine d'avion qui touche au parachutisme qui envisage de créer des avions propres. J'ai fait ma petite enquête en ce qui concerne les avions. Il y a des avions qui pourraient être fabriqués et utilisés à partir de combustible hydrogène. Malheureusement, ça ne se limite qu'à 750 km et c'est le HY4 et franchement, ça n'a pas l'air d'être très efficace. Donc les longs courriers, de toute façon, ça n'est pas utile. Deux, les avions électriques qui ne dépassent pas 1000 km non plus. Et de puissance et ils sont quand même relativement très lourds, donc difficiles de monter rapidement, donc ça ne serait pas non plus. Quant aux électriques solaires, je vous l'ai dit, il y a le Solar Impulse qui a été bien connu à la télévision, mais qui a eu des problèmes en 2018 et du coup c'est fortement retardé. Donc voilà, donc la solution qui est envisagée pour l'instant, c'est de fonctionner avec des biocarburants, mais ça coûte à peu près 10 $ en plus. Certains prévoient d'aller plutôt vers des avions hybrides. Certains considèrent que les jets privés sont beaucoup moins polluants et beaucoup plus faciles à utiliser parce qu'ils transporteraient moins de personnes, une dizaine de personnes, ce qui serait intéressant pour le parachutisme. Et là, il semblerait qu'il y a quand même des projets de créer des avions plus propres, électriques, solaires mélangés. On a d'ailleurs un Boeing qui a essayé récemment de créer un avion avec des ailes plus longs pour permettre de voler plus longtemps et de gaspiller moins le kérosène. Malheureusement, les ailes sont trop longues pour rentrer dans les hangars, donc ils ont créé des ailes rétractables, comme quoi on a de l'imagination. Mais enfin, l'idée des jets privés qui seraient moins polluants que les autres avions laisserait une chance aux parachutistes de pouvoir continuer à exister avec des avions 10 places qui seront peut-être à l'avenir beaucoup plus propres. Voilà, en tout cas au point de vue parachutisme, le seul cas que j'ai trouvé c'est le Stratos Solar où un parachutiste a sauté récemment. Que par conséquent il va falloir trouver des alternatives avec des avions moins polluants mais qui coûteront beaucoup plus cher, d'où il faudra à un moment donné que ça se répercute et ça va se répercuter sur qui? Et bien évidemment sur les parachutistes qui verront leur cotisation augmenter bien évidemment. Souvent, les avions qui sont utilisés avec des combustibles tels que l'hydrogène, eh bien, au rejet, ils émettent, comme pour les voitures, de l'eau. Or, l'eau a un effet
très négatif sur le phénomène de l'effet de serre. Les avions, lorsqu'ils vont rejeter de l'eau, ils vont le faire au niveau de la stratosphère et tout cela va avoir un effet négatif sur l'environnement, entraînant un fort impact sur l'effet de serre. Et cet impact est beaucoup plus important avec l'hydrogène qu'avec un avion qui utilise du kérosène. Enfin, deuxième chose, il faut savoir que lors du démarrage d'un avion, évidemment, il faut chauffer à fond, donc il va avoir une grosse source de chaleur et l'hydrogène avec la chaleur va produire de l'oxyde d'azote, du NOx, et qui a un effet très important sur la qualité de l'air, donc ce qui reviendra à dire que tout l'espace où se situent les aéroports aurait une qualité de l'air qui serait vraiment négative. Donc ça n'a vraiment pas un effet positif sur l'environnement. Enfin, il faut savoir que, comme je l'ai déjà dit, l'hydrogène, il faut savoir le mettre dans des bouteilles qui seraient indestructibles parce que des accidents d'avion, ça arrive. Il faut savoir également que l'on a des systèmes de pressurisation de l'hydrogène pour miniaturiser au maximum les grandeurs des bouteilles et essayer qu'elles soient moins lourdes. On a aussi des difficultés avec le fait que l'hydrogène est très volatile et qu'il fuit. Donc, il faut faire attention. Il y a des risques d'explosion et le maniement et le stockage est évidemment très compliqué. On parvient à réaliser ces systèmes d'avions hydrogène sur des bases aérospatiales où là, toute la maintenance et ils ont l'espace suffisant pour le faire, mais il faut bien se rendre compte qu'au niveau des aéroports, ça poserait un énorme problème. Donc, au niveau écologique, les avions hydrogène, c'est peu probable, électrique, sûrement, et solaire, oui, si on parvient à remettre en circulation des avions solaires, comme le Solar Impulse. Le parachutisme, qu'on se tourne dans n'importe quelle vision, que ce soit politique, écologique, financier, commercial, législation, ce n'est que des entraves un peu partout. Donc, ça n'est vraiment pas de bon augure, mais est-ce à court terme, est-ce à moyen terme ou à long terme? Personne ne peut le dire. Si on nous avait dit en 2014-2015 que l'on serait contraint à rester chez soi, à être confiné, à ne plus pouvoir entreprendre comme on voulait, à se chauffer comme on voulait et à avoir des pénuries, on aurait dit qu'on regardait trop la télévision et pourtant ça s'est passé, nos libertés ont été limitées. Alors, dire que la liberté de vol ne sera pas limitée, plus personne n'oserait le dire. Donc, par conséquent, c'est pas de bon augure pour le parachutisme. Reste encore faire des pressions sur les gouvernements nationaux, européens, etc. Mais il faut bien dire que le parachutisme en tant que tel, si on s'en tient à cette discipline précise, même si en France, ils ont fait d'excellents résultats en 2022, qu'ils ont rattrapé et qu'ils ont le même nombre de sauts réalisés en 2022 que ce qui se passait avant le Covid. Déjà l'exemple de la Belgique. En Belgique, le nombre a fortement diminué, donc ce n'est déjà pas le cas dans tous les pays. La situation n'est pas identique et il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de lobbying, de groupes de pression écologiques puissants et aussi au niveau des nuisances, du voisinage, etc. Les lobbies sont beaucoup plus puissants que les passionnés d'aéronautique. Au vu de tous ces points que je viens d'évoquer, je crois que le parachutisme n'a pas de bon jour devant lui si personne ne réfléchit à ce problème de manière plus approfondie et durable. Il y a encore très peu de zones de parachutistes qui s'interrogent sur la question de l'écologie et même si on trouve ça un peu ridicule et bête et que ça n'est pas la réalité, on est soumis à la législation, quoi qu'on fasse, et donc il faut s'y intéresser. Sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que on prendra les photos de parachutistes et on les mettra dans un musée en disant qu'un jour existaient des gens qui sautaient à bord d'un avion.
Il y a d'autres alternatives possibles, mais en Belgique, à part sauter en montgolfière, je ne vois pas d'autres alternatives possibles sauf des avions propres. Et le wingsuit au départ d'une montagne ou du base jump à partir de buildings ou de zones favorables, eh bien là, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est quasiment impossible. Donc, je crois qu'il faudra miser les prochaines années sur la possibilité d'avions moins polluants ou de solutions alternatives, ou sinon le parachutisme en Belgique sera une image dans un musée. À bientôt! Maryse Le Civre, juriste, préparateur physique et mental, gérante de la boutique Multiblue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.